Comme vous le savez, la fermeture des écoles, ça a été une des grandes réponses des gouvernements pour contrôler le Covid-19 dans le monde entier. Il y a encore 1 milliard d'enfants dans le monde qui sont affectés par ces fermetures. L'apprentissage à distance est une réalité et on craint que les enfants ne reviennent jamais à l'école et qu'il y ait la pauvreté, les mariages d'enfants et ceci pourrait continuer en plus de crise où déjà 250 millions d'enfants et de jeunes n'ont pas de scolarité, même avant la pandémie. Et c'est environ un sixième de la population scolaire. Si l'on n'agit pas maintenant, on sera encore plus loin des objectifs de développement de 2030. Ceci est souligné, il faut donc que les communautés internationales se rassemblent pour fournir des moyens tangibles pour que les enfants puissent continuer à apprendre à travers l'apprentissage à distance et pour qu'ils puissent retourner à l'école une fois que ce sera sûr et avoir une meilleure éducation à l'avenir. Nous allons aussi parler du besoin d'actions coordonnées. Aujourd'hui, nous avons un panel très distingué d'invités. Nous avons tout d'abord une jeune fille de 16 ans, Mali, qui nous vient de Colombie. Elle termine sa scolarité. Elle a participé à un projet dont elle nous parlera. Elle souhaite continuer à étudier la politique pour aider sa région et son pays. Nous avons aussi Monsieur David Molina Senge, qui est ministre de l'Éducation de la Sierra Leone. Nous avons Maria Victoria Angulo, ministre de l'Éducation de la Colombie. Dag Inge Ulstein, ministre du Développement international de la Norvège, Jaime Saavedra, directeur de l'éducation Banque mondiale et Kevin Watkins, qui est PDG de Save the Children UK. Mais nous allons tout d'abord voir un petit film. أنا من قبل كنت مبسوط مع رفقاتي مع معلمينه. كنت إيمي إسكول كان دقن جري محل عندنا نقوم جري جال مصلح جار جري. تقريبا كل أطفال العالم عم بيعيشوا نفس الظروف. Lo que más extraño es ir a la escuela. لصاحبي اللي قاعد جنبي والأستاذ العربي كتير. Nous passions à la partie suivante. Marlie, nous allons commencer avec toi. J'aimerais te demander si tu pourrais nous parler de ton expérience et de la valeur de pouvoir aller à l'école, des études, ça apporte à la vie. Marlie, c'est à toi. J'espère que vous m'entendez. Eh bien, la pandémie du Covid affecte bien sûr le monde entier et il y a eu des changements draconiens pour les personnes et par rapport à l'éducation aussi, qu'il s'agisse d'enfants, d'adolescents, de jeunes, ils ont été obligés de trouver un autre système d'apprentissage par le virtuel et qui a entraîné différentes difficultés. Il est sûr que pour l'instant, la seule alternative que nous avons, c'est cela. Mais cependant, nous ne pouvons pas ignorer les conséquences. Nous parlons d'un point de vue du pays où l'apprentissage et il y a aussi les résultats que nous ne pouvons pas obtenir. Le gouvernement pourtant en avait parlé. Et je voudrais dire que il n'y a pas la responsabilité nécessaire pour faire ce qu'il faut faire par rapport à cette pandémie. Et également, les enfants doivent être en permanence devant un écran
pour pouvoir continuer à être étudiants. Et ceci pourrait avoir des conséquences sur le long terme. Cela pourrait affecter notamment leur santé. Et de mon point de vue, en tant que jeune, en tant qu'étudiante, notre apprentissage est aujourd'hui très basique. Et nous ne pouvons pas dire que c'est la faute de qui que ce soit, mais il ne faut pas ignorer le fait que les enfants, les adolescents essayent de faire le meilleur travail possible. Tout cela, il faut penser au bien-être des enfants, des adolescents, et en partant du point de vue de l'éducation jusqu'au point de vue psychologique. Et pour un pays comme la Colombie, c'est difficile. Il y a eu beaucoup de difficultés pour pouvoir réussir à faire à ce que les enfants et les adolescents puissent remplir leurs droits, avoir le droit à une éducation. Mais cependant, la ministre de l'Éducation a pris des mesures et des stratégies pour essayer d'avancer et en tout cas d'essayer de le faire en essayant de aujourd'hui pour que tout le monde puisse apprendre à travers des plateformes numériques et pour que l'éducation soit apportée aux gens. Donc, tous, problème de son, l'interprète s'excuse. Et dans les zones rurales, il est difficile. J'aimerais vous présenter un petit peu les régions les plus vulnérables dans lesquelles il s'agit de droit à l'éducation. Dans notre pays, la Colombie. La Colombie n'est pas préparée pour porter cette éducation virtuelle à tout le pays. Et c'est pour cela que pour tous les gouvernements, il faut comprendre que l'importance, c'est que l'enfance en Colombie puisse suivre des études sur le long terme et le court terme. Et quelles sont les solutions? Eh bien, je pense que la plus efficace pour apporter cette éducation, c'est que les enfants, les jeunes, les adolescentes soient présents et qu'ils puissent être représentés pour l'avenir du monde. Et c'est ce que nous avons essayé de faire. Mais il semble qu'on ne s'est pas rendu compte de cela. Je vis dans une région qui, depuis 50 ans, c'est un pays, une région où on a fait beaucoup d'efforts entre les associations, les institutions et la citoyenneté, les enfants, y compris des jeunes et des adolescents. Il y a beaucoup de travail qui a été fait pour avoir la paix. Et les plus affectés aujourd'hui sont les enfants, les jeunes, les adolescents et qui n'ont pas été consultés. Alors pour cela, on a des régions où il n'y a pas d'Internet, même le téléphone est difficile, beaucoup de familles n'ont pas de ressources économiques et la ministre de l'Éducation doit donner la possibilité physique à ses enfants de suivre des études. Et la distance au centre urbain est assez longue et donc la plus grande proportion des familles, on ne sait pas lire, donc vous imaginez bien les difficultés pour ces enfants, c'est extrêmement difficile. Et ce qui mène aux écoles, aujourd'hui, il y a de nombreux étudiants qui, eh bien, je pense que pour changer cette situation de manière draconienne, il faudrait tout d'abord qu'il y ait une préparation adéquate et satisfaisante et avec une amélioration économique pour les enfants, mais pour que ça leur arrive vraiment, cet argent, il ne faut pas qu'il se perde sur le chemin. Et ces avantages économiques, il faudrait qu'ils soient utilisés pour l'apprentissage de l'Internet, par exemple, et pour une éducation de qualité dont nous avons besoin. J'espère que le gouvernement va pouvoir aussi prendre en compte les jeunes et surtout ceux qui n'ont pas la possibilité de suivre des études de troisième cycle. C'est important de pousser cela. Et pour finir, j'aimerais vous parler en tout respect pour qu'en Colombie, on respecte la dignité. C'est un moment c'est un problème qui affecte différents secteurs, mais ceci va passer par une éducation de qualité. Et c'est un travail qui doit se faire en collectif. Et nous allons lutter et faire d'autres efforts, un tout petit peu plus pour prouver aux Colombiens que nous sommes des personnes qui peuvent lutter et pour montrer au gouvernement. Le gouvernement le sait d'ailleurs et il faut écouter les enfants, c'est un point clé pour tout le monde et nous sommes les bénéficiaires, les enfants. Il faut prendre en compte leurs opinions pour toutes les décisions qui sont prises. Et nous avons aussi le gouvernement qui doit
comprendre ses droits et qui doit être stratégique et intelligent, qui doit écouter les victimes de ces problèmes avec, parce qu'aujourd'hui nous sommes de plus en plus vulnérables. Merci beaucoup. L'interprète s'excuse, problème de son. Hey, you're on mute. Kevin, let me come next to you. Kevin, je vais maintenant vous donner la parole. Hier, Save the Children a lancé un nouveau rapport qui s'appelle Sauver notre éducation et dans lequel il y a de nouvelles analyses avec le financement de l'éducation. J'aimerais que vous nous évoquiez la réaction de Save the Children à cette crise et le nouveau rapport également. Merci. Bienvenue, Kevin. Merci, Kejala. Et merci beaucoup à Harley également qui nous a évoqué ces problèmes de manière très robuste, très puissante. Alors, je pense que prendre la parole, c'est toujours difficile par vidéo, mais surtout prendre la parole après quelqu'un comme Marley qui a tellement d'énergie et qui s'exprime tellement bien. J'aimerais commencer en disant que je pense que c'est l'un des rapports les plus importants qu'on ait jamais fait publier chez Save the Children. C'est l'une de nos campagnes les plus importantes également. Je vous le dis, pourquoi? Parce que à cause de l'échelle, de la portée de cette crise qui affecte tant d'enfants dans le monde entier. Et ici, vous voyez qu'il y a 2 jeunes enfants qui sont présentés sur mon transparent, dont l'histoire est racontée dans notre rapport. Nous avons Maya, une réfugiée syrienne qui vit au camp de Zétari au Liban, et puis Nassir de la région somalienne d'Éthiopie. Et ça, ce sont les enfants dont l'avenir est menacé. Ces enfants comprennent l'importance de l'éducation pour eux-mêmes, pour leur avenir. Et c'est donc essentiel d'être solidaire avec eux pour trouver une solution face à cette crise. Et je voulais commencer tout d'abord avec leurs photos et en racontant leur histoire, parce qu'il y a de nombreuses statistiques sur l'impact du Covid, mais au bout du compte, il s'agit de personnes et de témoignages et des chances dans la vie, surtout pour des enfants qui sont vulnérables. Alors aujourd'hui, nous avons plus d'1 milliard d'enfants qui sont déscolarisés. C'est une chose que nous n'avons jamais vue dans le passé. En tant que communauté internationale, nous n'avons jamais eu ce type de crise. Nous avons eu par exemple, comme au nord du Pakistan, nous avons eu des tremblements de terre, il y a eu des fermetures d'écoles lors de conflits armés, mais nous n'avons jamais eu de fermeture d'écoles dans le monde entier comme ce que nous voyons aujourd'hui. Et pour les enfants qui se trouvent du mauvais côté de la fracture numérique, pour les enfants qui sont qui vivent dans la pauvreté, qui sont confinés, pour les enfants où la violence se trouve aussi à la maison, les enfants qui sont peut-être les premiers à s'alphabétiser, peut-être leurs parents sont analphabètes, ne peuvent pas les aider avec leur travail. Eh bien, ceci, c'est vraiment une catastrophe. Et pour donner une analogie, lorsque nous avons eu le tremblement de terre au Pakistan, les écoles ont fermé pendant 3 mois, mais les effets sur l'apprentissage, nous les avons étudiés des années plus tard et nous nous sommes rendus compte que les enfants qui étaient près de la ligne du tremblement de terre avaient perdu 1 an et demi de scolarité. Imaginez ceci sur toute la planète, c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Je pense qu'il faut être très clair sur ce qui se joue ici. Il s'agit des droits de millions d'enfants, d'un droit à l'éducation, et c'est bien plus que cela, bien sûr, parce que lorsque les enfants perdent cette possibilité de faire des études, ils perdent aussi la possibilité de ne pas vivre en pauvreté, parce que cela a un impact sur l'emploi et les revenus plus tard dans la vie. Nous savons aussi que quand les jeunes filles ne peuvent pas aller à l'école, l'impact se fait ressentir dans
de nombreux domaines, au niveau des chances dans leur vie, le mariage par exemple. Elles ne peuvent pas peut-être contrôler leur vie, leur, leurs possibilités. Et ce qui est vrai pour chaque personne, en fait, est vrai pour tous les pays. Et si on ne s'attaque pas à cette crise avec l'urgence qu'elle exige, il y a des pays entiers qui vont avoir une base en capital humain qui va être érodée et leurs chances vont être réduites. Et ceci, ça va être un frein au progrès très puissant au niveau des objectifs de 2030 également et dans d'autres domaines également. Donc, quelques remarques sur ce que l'on trouve dans notre rapport. Tout d'abord, en numéro 1, nous avons une estimation du nombre potentiel d'enfants qui ne retourneront jamais à l'école en conséquence de cette crise. Et ceci, c'est l'effet de la pauvreté sur le Covid-19. On estime que 10 millions d'enfants ou presque 10 millions d'enfants pourraient ne pas retourner à l'école. Et l'indice de vulnérabilité que nous avons inscrit dans notre rapport qui évalue la vulnérabilité en fonction de la séparation entre les sexes, de niveau d'éducation, etc. Il y a 12 pays en conflit où ces risques sont particulièrement élevés. Et je crois que c'est un aspect de la crise dont on parle peu, la combinaison de la récession, du ralentissement économique, de la diminution des recettes pour le gouvernement et ressources budgétaires qui sont orientées vers d'autres domaines. 77 milliards de dollars vont être retirés au secteur de l'éducation au cours des 18 mois à venir, précisément au moment où on devrait investir davantage dans le secteur éducatif. Nous sommes confrontés au problème des ressources qui vont être retirées à ce secteur. Et cela va vraiment faire obstacle à nos efforts qui visent à nous attaquer aux 3 principaux défis que nous présentons dans ce rapport que je vous encourage tous à lire. Premier défi, c'est maintenir l'apprentissage vivant. Nous travaillons avec des partenaires dans le monde entier qui s'occupent de programmes radio, de téléenseignement, de programmes de vulgarisation auprès des communautés. Je vous donnerai un exemple. Nous touchons plus d'un demi-million de réfugiés du Soudan du Sud, d'enfants réfugiés du Soudan du Sud avec des programmes radio et avec des programmes d'apprentissage. Nous travaillons également en Éthiopie, au Pakistan, et ce de manière très active et dans beaucoup d'autres pays. Mais au bout du compte, je crois qu'il faut que nous fassions tout notre possible pour garder vivante la flamme de l'espoir qui est liée à l'apprentissage pour ces enfants extrêmement vulnérables. Donc ça, c'est notre première priorité. La deuxième priorité, c'est de se préparer pour un retour à l'école dans des conditions sûres. 250 millions d'enfants étaient déjà déscolarisés et un demi-million d'enfants qui étaient à l'école primaire, en fait, ou qui terminaient leur cycle d'école primaire, n'étaient pas capables de lire. Donc, il faut que l'on continue à évaluer les choses lorsque les enfants reprendront l'école et accélérer les programmes d'apprentissage. Troisième priorité, si je peux passer au transparent suivant, c'est de jeter les fondements d'une meilleure récupération, d'un meilleur redressement, ce qui va supposer bien sûr des investissements. Et si on ne développe pas les ressources pour l'éducation, on n'y parviendra pas. Il faut absolument investir lourdement. Et dans notre rapport, nous préconisons un budget complémentaire pour le fonds de la Banque mondiale qui soutient les pays les plus pauvres. Nous préconisons également que les bailleurs de fonds appuient le fonds de soutien et que
des mesures soient prises pour que les pays puissent bénéficier de crédits mélangés à des subventions pour donner accès à l'éducation à des millions d'enfants. Et nous préconisons également l'initiative L'éducation ne peut pas attendre, qu'elle soit pleinement financée ainsi que le partenariat pour l'éducation. Et c'est un moment où le moment doit prendre position. Et les pays les plus pauvres au monde devraient dépenser 40 milliards pour payer la dette au cours des années à venir. Alors, nous avons une initiative de suspension de la dette qui a été mise en place par la Banque mondiale et le FMI, mais il faut absolument convertir ces passifs de dette en investissement pour les enfants. Et nous allons vous montrer pourquoi c'est si important. Vous pouvez voir ici la ligne qui va du haut en bas. C'est la ligne d'équivalent entre les pays les plus endettés et le service de la dette qui sera assuré. Vous voyez que beaucoup de pays vont dépenser beaucoup plus pour assurer le service de leur dette qu'ils n'envisagent de consacrer à l'éducation. Et ça, c'est mal. C'est une violation du droit des enfants à l'éducation. Et dans notre rapport, nous préconisons que les créanciers privés s'associent à cette initiative. Nous ne pouvons pas faire en sorte que les banques commerciales passent avant les droits des enfants à l'éducation. Et c'est pour cela que cette initiative revêt une telle importance. Et dernier transparent, dans notre rapport, nous présentons ce qui nous semble à nous un programme ambitieux et pratique de changement. Il faut commencer par un plan d'action mondial pour l'éducation qui reconnaisse le caractère d'urgence de la situation. Il faut s'engager à investir. Il faut que les systèmes d'éducation soient vraiment des occasions d'apprentissage pour les enfants. Il faut que nous fournissions un cadre de protection pour les enfants pour qu'ils soient protégés donc de mariage précoce et qu'ils puissent fonctionner dans un environnement sûr. Et il faut également suivre la prestation de ces services. Lorsque l'on voit ce qui se passe avec le COVID, on peut suivre les conséquences dévastatrices de la maladie en termes de nombre de personnes touchées et les tragédies de tous ceux qui en décèdent. On peut également suivre l'impact économique sur la récession, sur la dette publique, sur la croissance, sur l'emploi. Il faut également qu'on commence à suivre l'impact sur l'éducation, parce qu'il s'agit de la vie d'enfants, de l'avenir de toute une génération. Donc, il ne faut pas que cette génération soit sacrifiée sur l'autel d'une communauté internationale qui s'avérerait indifférente, manquant de détermination et d'ambition pour faire la différence requise. Merci beaucoup, Kevin. Vous avez rappelé que dans ces circonstances, il faut que nous protégions toute une génération d'enfants. Monsieur le ministre Sanguet, je vais maintenant me tourner vers vous. Dans votre pays, la fermeture des écoles a été décidée pour empêcher que le virus ne se répande trop. Eh bien, quelles sont les leçons que vous avez pu tirer de cette crise en termes d'éducation et quelles sont les interventions novatrices que vous explorez maintenant pour veiller à ce que tous les enfants, particulièrement ceux qui risquent le plus de ne pas retourner à l'école, notamment les filles, puissent avoir accès à l'enseignement à distance et puissent retourner à l'école dans des circonstances sûres. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Merci. Je voudrais profiter de cette occasion pour remercier Save the Children qui parraine cet événement avec nous et remercier le président de Save the Children et son équipe. Vous avez dit que nous avons plus d'un demi-million d'enfants en Sierra Leone qui ont été touchés par la fermeture des écoles. Et ces difficultés n'ont fait que s'accentuer alors que nous avions mis en place un programme pour toucher plus d'enfants et leur donner la possibilité d'être scolarisés. Donc, nous avions
tout un projet en place et le Covid nous a atteints. Et je suis heureux qu'il y ait eu une réponse alors même que nous avons été aux prises avec l'Ebola. Nous avons eu une cellule de réflexion qui a été mise sur pied avec l'UNICEF, avec la Banque mondiale, avec l'Union européenne, avec Save the Children, avec d'autres NGO. Communication and the communication that was important for us that will engage communities, homes and families. Nous avons pu engager le dialogue. Nous savons qu'avec la crise de l'Ebola, beaucoup de filles ont été obligées de quitter l'école et n'ont pas pu y retourner. Nous avons eu beaucoup de cas de grossesse précoce. Il a donc fallu être très proactif pour réagir. Nous avons également mis sur pied une initiative de téléenseignement, apprentissage à distance. Ça, c'est encore un enseignement que nous avons pu tirer de la crise de l'Ebola, où l'enseignement était dispensé par la radio. Et ce qui était tout particulièrement intéressant en termes d'innovation, c'est que nous avons pu développer de nouveaux contenus. Nous avons un troisième pilier. Nous avons 2,6 millions d'enfants, c'est vrai, mais seulement 400 000 en l'éducation secondaire. Il est important que, de manière sûre, nos enfants puissent continuer à apprendre. One, in all of this, we communicate effectively. So we communicated 2 weeks before schools closed. We communicated and engaged partners way before schools reopened. Nous avons pris des mesures avant que les écoles ne reprennent et avant que les écoles ne puissent rouvrir. Nous avons essayé d'appuyer le soutien nécessaire pour qu'elles puissent rouvrir dans des conditions sûres. Et puis, nous avons également des actions au niveau de la politique et de la planification. Il est important que nous développions des politiques adaptées. Now, when people who are usually left out, even and I like to think that my team is leading the whole inclusion and inclusion. Même si mon équipe est soucieuse d'inclusion et de sécurité, Mali a raison. Parce que nous n'avons pas toujours pris en compte les enfants qui ne pouvaient pas avoir accès à certains services, bien si nous envisagions des systèmes hybrides. L'interprète est désolé, le son a coupé et c'est très difficile de suivre Son Excellence le ministre. Nous avons essayé d'être aussi inclusifs que possible, mais si nous n'obtenons pas l'appui de beaucoup de personnes, nous n'aboutirons pas. Nous avons l'appui de la Banque mondiale et nous espérons travailler avec un consortium d'ONG. Et en conclusion, j'aimerais dire oui, nous avons beaucoup appris pendant la crise de l'Ebola. Et je vais me rendre dans les écoles pour me rendre compte par moi-même de ce qui s'y fait. Mais il y a encore des choses qui manquent. Et même lorsque nous faisons de notre mieux, nous restons ouverts à toutes les suggestions. Donc, nous voulons mieux réagir de manière plus inclusive, plus adaptée, et nous
souhaitons intensifier nos liens avec nos partenaires pour développer des solutions à la pointe de l'inclusion, de la connectivité, de l'apprentissage. We expect unidirectional flow to better prepare and to better ensure that learning happens well and we achieve Et SDG 4. ce, pour veiller à atteindre l'objectif de développement durable 4. Et voilà ce que notre gouvernement, les engagements que notre gouvernement a pris au Sierra Leone. Merci beaucoup, Monsieur le ministre, pour nous avoir rappelé qu'il faut penser en termes d'inclusion radicale, d'innovation continue, de collaboration et chercher en permanence à doubler les investissements pour nous assurer que les enfants resteront à l'école et que ceux qui ne peuvent pas aller à l'école auront la possibilité de recommencer à fréquenter l'école. Et maintenant, je me tourne vers la ministre de Colombie. La Colombie a adopté une politique de frontières ouvertes et a adopté toutes sortes de bonnes pratiques dans le domaine de l'éducation, également dans l'aide humanitaire à l'égard des migrants du Venezuela. Comment la crise du COVID-19 a impacté vos possibilités de fournir une éducation aux Colombiens et également aux enfants de migrants? Je donne la parole à la ministre de l'Éducation de Colombie. You might be on mute, Minister Angulo. Madame la ministre, votre micro n'est peut-être pas allumé. As we wait for Minister Angulo. Bien, nous attendons Madame la ministre qui va se connecter. En attendant, je vais demander à Monsieur le ministre Ulstein de nous rejoindre. Merci d'être là. La Norvège soutient l'éducation dans le monde entier. J'aimerais savoir ce que vous pensez de notre rapport Sauver notre éducation et de nos recommandations. Que fait la Norvège pour réagir, pour répondre à cette crise sans précédent sur l'apprentissage pour les enfants? Monsieur le ministre Ulstein de Norvège, bienvenue. Minister Ulstein, I Monsieur suspect. le ministre Ulstein, je pense que votre micro n'est pas allumé parce que je vous vois parler, mais je ne vous entends pas. Bien, vous m'entendez maintenant? Très bien. Merci beaucoup. Merci. Merci une fois de plus. C'est un privilège pour nous d'être ici avec vous aujourd'hui. Merci, Marley, de ce message que vous nous avez fait passer dès le début, un message très fort. Vous avez dit des choses excellentes. Il s'agit de donner accès aux enfants et de leur parler pour qu'ils puissent chercher des solutions avec nous dans cette crise où nous sommes tous en même temps. Puis aussi, ce n'est pas uniquement pour étudier les possibilités, mais pour parler des difficultés d'apprentissage. Et vous avez donné de bons exemples à ce sujet. Une fois de plus, j'aimerais souligner ce qui a déjà été dit, les gens dont nous avons besoin pour atteindre les objectifs. C'est ce qui avait été dit l'an dernier au Forum politique de haut niveau. Et c'est important aussi du point de vue du gouvernement norvégien, ce sont les enfants. Donc, merci beaucoup d'en avoir parlé. Alors, une fois de plus, le coronavirus change le monde, mais il ne change pas notre engagement pour éliminer la pauvreté extrême avant la fin de la décennie. Et ça ne change pas notre conviction selon laquelle l'éducation, c'est l'une des façons dont nous allons pouvoir atteindre cet objectif, et d'ailleurs tous les objectifs de développement durable. Le virus signifie qu'il faut faire plus d'efforts et mettre en œuvre des actions. Et comme il a déjà été dit, 1,6 milliard d'enfants
sont déscolarisés, les écoles peuvent fermer, mais l'apprentissage, il ne faut pas qu'il s'arrête. Tous les enfants ont le droit à l'éducation, quelle que soit l'ouverture ou la fermeture des établissements scolaires, où on ne peut pas arrêter l'éducation. L'éducation, c'est la première ligne de défense contre le virus. Et j'aimerais remercier d'ailleurs Save the Children qui a organisé cet événement au sein du forum politique de haut niveau. Et j'aimerais aussi souligner que ce rapport Sauver notre éducation contient exactement ce dont nous avons besoin aujourd'hui, des exemples cruciaux de solutions d'apprentissage à distance pour alléger certains des impacts de la pandémie et comment est-ce que l'on peut se préparer pour la réouverture des écoles une fois que ce sera sûr. L'éducation, c'est aussi un outil pour fournir aux enfants des connaissances quant à la distanciation, quant à l'hygiène. Ce sont des mesures qui sont clés pour empêcher le COVID-19. Et ce n'est pas local, c'était une maladie locale, mais aujourd'hui, c'est une urgence sanitaire mondiale avec une récession mondiale, avec une perturbation la plus importante de l'éducation depuis longtemps. Et des enfants comme Marley vivent dans des zones qui sont affectées par des conflits, Marley nous l'a dit. Et lors de crises humanitaires, ce sont les enfants et surtout ceux qui ne vont plus à l'école sont plus exposés à un recrutement par des groupes armés ou le travail forcé et les mariages précoces. Et l'an dernier, quand j'ai été voir Marley, j'ai écouté des enfants qui m'ont dit qu'ils avaient été obligés de quitter leur village. Et là, je me suis rendu compte que notre rôle d'importance, l'éducation était vraiment très importante pour leur vie et encore plus lorsque nous traversons des crises. L'éducation, c'est la protection. Cela permet aux enfants d'avoir des compétences, et des connaissances pour gérer les crises. L'an dernier, la Norvège a donné plus de 50 millions de dollars sur 3 ans pour l'éducation dans le monde entier. L'éducation n'attend pas. Nous avons fait cela, pourquoi? Parce que ça n'attend pas. Et je suis ravie de voir que notre contribution a permis d'une réaction rapide et efficace à la crise scolaire actuelle. Et nous aurons d'autres difficultés, par exemple définir les priorités à l'avenir. Et je pense que pour tous les gouvernements dans le monde entier, ces questions se posent, mais la Norvège jouera son rôle pour veiller à ce que l'éducation joue un rôle clé pour la réaction immédiate au COVID-19 et pour rebâtir le monde. Il est plus important que jamais que les acteurs de l'éducation mondiale se rassemblent et travaillent main dans la main pour utiliser le mieux possible les avantages comparatifs des uns et des autres. L'UNESCO joue un rôle clé pour réagir au COVID-19 avec la coalition de l'éducation dans le monde qui consiste aujourd'hui, qui est composée de plus de 100 organisations membres aujourd'hui. Il y a aussi des difficultés économiques à gérer pour les gens et surtout pour les personnes les plus vulnérables. La Norvège a d'ailleurs poussé ses efforts pour lutter contre le travail des enfants et d'autres formes d'esclavage moderne. Ceci va s'ajouter à d'autres programmes et d'autres efforts que nous ferons quand il s'agit de scolarité. Nous n'atteindrons pas les objectifs de 2030 si certaines personnes sont laissées pour compte. Et une fois de plus, je pense que les écoles, c'est là où les enfants se préparent pour un avenir qui va leur permettre d'avoir du travail, de s'occuper de leur famille, peut-être de lancer une entreprise, de créer des emplois. Avec la santé, la nutrition, la gouvernance et la société civile, eh bien, l'éducation permet aussi d'avoir des développements les plus durables. Une croissance créée par les gouvernements et les citoyens eux-mêmes. Et c'est pour cela que la Norvège a d'ailleurs doublé son aide à l'éducation dans le monde entier depuis l'année 2013. Et c'est pour cela aussi que cette crise, c'est une opportunité de renforcer l'éducation, l'architecture scolaire dans le monde et nos capacités à remplir nos promesses qui sont l'éducation pour tous et toutes à travers cette pandémie et au-delà. Donc voilà les quelques remarques de mon côté. Une fois de plus, merci mille fois de nous avoir invités. Merci de m'avoir permis de m'exprimer lors de cette réunion. Merci, Monsieur le ministre Ulstein. L'éducation, c'est bien sûr la première ligne de défense pour protéger les droits
droits des enfants, c'est ce que vous avez dit. Et encore plus important, la force des voix des étudiants. Marlene nous l'a démontré, les jeunes, les enfants savent ce qu'ils veulent et ils doivent faire partie de la solution que nous cherchons. Et pour les atteindre et pour atteindre nos objectifs de 2030, il faut vraiment que personne ne soit laissé pour compte. C'est ce que vous avez dit, je voulais le souligner. Est-ce que Madame la ministre Boulot est là maintenant? Alors, je propose que nous passions à Monsieur Jaime Saavedra, directeur de l'éducation pour la Banque mondiale. Notre analyse nous montre que les budgets nationaux d'éducation dans les pays à revenus faibles et moyens devraient être réduits en conséquence de la pandémie, puisque les gouvernements doivent dépenser plus et les priorités vont être définies différemment. Quel est votre message au gouvernement qui sont face à ces décisions et comment est-ce que la Banque mondiale réagit, répond au COVID-19? Quelles sont vos réflexions, vos recommandations de point de vue de la Banque mondiale pour, par rapport à notre rapport Sauver notre éducation, notre campagne? Bienvenue Jaime, merci beaucoup. J'espère que vous m'entendez. Très bien. J'aimerais souligner certains des points qui ont été évoqués par Kevin sur l'ordre de grandeur de cette crise, parce que je ne sais pas si nous avons bien compris cet ordre de grandeur. C'est le plus grand choc au système scolaire dans le monde de toute l'histoire mondiale. Pour lutter contre la pandémie, nous avons des fermetures d'écoles qui sont très longues. On a déjà vécu ce genre de choses, mais pas pendant si long et pendant tous ces pays en même temps. Il y a un an, si on avait eu ce séminaire, on aurait déjà dit qu'il y avait un problème, une crise d'enseignement, d'apprentissage et que certains pays devaient en faire plus pour atteindre les objectifs de 2030 avec la qualité de l'éducation pour tous les enfants qui sont en école primaire ou secondaire. Et avec cette crise, il est possible que ces objectifs soient un peu mis de côté. Et je dis cela parce qu'il faut vraiment comprendre l'ordre de grandeur de ce choc dans le monde entier. Kevin l'a déjà dit, il a évoqué le nombre d'enfants qui pourraient ne pas retourner à l'école, millions d'enfants peut-être, et il faut se rappeler que ce sont des enfants qui ont 2,5 fois plus de chances que les filles ont 2,5 fois plus de chances de décrocher, de ne plus aller à l'école par rapport aux garçons. Et quand on parle de fermeture des écoles, en moyenne, aujourd'hui, dans cette génération, c'est 16 000 $ l'éducation. Donc, quand on pense à ce que ça veut dire pour toute une génération, cela veut dire que cette génération d'élèves va perdre environ 10 trillions de dollars dans toute leur vie, c'est-à-dire 8% du PIB mondial à cause des fermetures des écoles. C'est énorme. Et il faut se rappeler que c'est une génération qui va devoir payer la dette de tous les pays aujourd'hui, cette dette qui est contractée par tous les pays pour lutter contre la pandémie. Et en plus de cela, nous avons des problèmes, l'impact sur la santé mentale, ces impacts qui ont déjà été décrits d'ailleurs. Mais une chose que je voulais souligner en particulier, c'est qu'il y a deux facettes. Alors, nous avons l'éducation qui est bien sûr une victime de la pandémie, mais ça fait aussi partie de la solution et c'est un facteur essentiel de l'équation qui va nous permettre de définir l'avenir. Sur le court terme, on va retourner à l'école de manière sûre, on va penser à la santé, en trouvant un équilibre avec les besoins des enfants pour qu'ils puissent retourner à l'école le plus rapidement possible. C'est critique. Il faut donc travailler rapidement. Et le ministre Senge a évoqué certaines des caractéristiques, ce que l'on peut faire pour essayer de retourner à l'école le plus rapidement possible. Donc ça, c'est critique, mais en même temps, en plus de ce que l'on doit faire sur le court terme, nous devons aussi saisir l'opportunité pour réimaginer l'éducation de manière générale. Et comme je disais ailleurs, ce qu'on appelle la nouvelle normalité
pourrait être sous-estimé. Les changements nécessaires pourraient être encore plus nécessaires. Il n'y a pas beaucoup de choses de l'ancienne normalité que l'on souhaite garder. Il faut être radical, avoir des changements importants. Souvent, on parle de l'avenir et de l'école de l'avenir, une école plus résiliente, plus personnalisée. Et je pense que ça, eh bien, c'est le moment. C'est le Covid-19 qui nous pousse vers cela. Et l'éducation, je pense que c'est possible aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup d'investissements qui peuvent être faits aujourd'hui pour aider les enfants comme les enfants que je vois à l'écran maintenant. Eh bien, ces investissements, par exemple la radio, la télévision, l'apprentissage à distance, et la Colombie, ce que fait la Sierra Leone, ceci peut nous aider pour avoir une façon plus personnalisée et résiliente de fournir de l'enseignement. Je pense que c'est possible. Les parents comprennent mieux, les professeurs comprennent mieux aussi leur rôle et se comprend mieux aussi le rôle crucial des enseignants. Et aujourd'hui, donc, tout le monde comprend que l'éducation, c'est une expérience sociale et donc l'importance essentielle des enseignants. Les médias comprennent aussi quel est leur rôle aujourd'hui. Il peut donc y avoir un changement de perception des différents acteurs qui pourraient nous mener vers un système éducatif meilleur. Mais ceci veut dire des ressources financières et il faut voir cela de manière macro-financière. Et la solution pour donner le bon enseignement à tout le monde, ce n'est pas juste une question du secteur de l'éducation, mais de toute la société, de toute l'économie. Il faut donc être créatif, c'est ce que Donc, il disait faut que nous soyons Kevin. créatifs, comme l'a dit Kevin, et avoir recours à différents mécanismes pour que plus de ressources internationales puissent parvenir au pays pour soutenir l'éducation, mais également il faut qu'au niveau des pays, c'est là que se font l'essentiel des dépenses. Ce qui est le plus important, c'est ce qui se passe au niveau du pays. Il faut que nous protégions les budgets pour l'éducation et que nous investissions dans la capacité des ministères de l'éducation et le ministère de la Santé et les autres ministères qui sont en prise sur l'éducation. Il faut que nous veillions donc à ce qu'ils soient aussi efficaces que possible dans la manière dont ils dépensent leurs ressources. Donc, nous avons besoin des deux choses. Nous avons besoin de davantage de ressources et nous avons besoin de dépenser ces ressources de la manière la plus efficace, la plus performante possible. Merci. Merci beaucoup, Jaime, pour ces réflexions et merci de nous avoir invités à réimaginer, à réinventer l'éducation. Ce que disait le ministre tout à l'heure, il faut réimaginer comment être capable de transformation, comment être radicaux. Mais il ne faut pas oublier non plus que l'investissement financier doit aller de pair avec une grande efficacité, une grande équité et des dépenses transparentes. Madame la ministre Angulo, nous attendons avec impatience de vous entendre partager l'expérience de la Colombie qui a pris un rôle de pionnier dans la mise en place de bonnes pratiques dans le domaine de l'éducation et dans le domaine des services de l'emploi, en même temps qu'en fournissant une assistance humanitaire aux migrants en provenance du Venezuela. Dites-nous comment le COVID-19 a impacté votre capacité à fournir l'éducation aux enfants de Colombie et également aux enfants migrants. Merci, Madame la Ministre. Merci, bonjour à tous. Merci de m'avoir invité à participer à cette manifestation importante. Merci à Save the Children et merci à Marley. Marley est une jeune Colombienne qui a très bien parlé des problèmes, des défis de l'éducation. À la lumière de la pandémie, comme vous le voyez sur ce transparent, nous avons au pied une stratégie d'éducation utilisant la radio, la télévision pour des services aux plus vulnérables. Nous avons poursuivi à domicile en essayant d'apporter un soutien particulier aux enfants les plus vulnérables, en aidant également à soutenir les familles. Et puis, d'autre part, nous avons élaboré des lignes directrices pour déterminer
détermination d'un retour progressif et graduel à l'école. Donc, nous analysons le contexte de chaque région pour déterminer la meilleure façon de procéder et mettre en place les mesures de sécurité qui prendront en compte l'évolution de la pandémie. Dans le domaine de l'enseignement supérieur, nous avons également identifié la nécessité d'apporter un soutien financier aux étudiants et aux institutions pour atténuer le risque de retrait des études. Et nous avons également développé le plan Padrino pour trouver des solutions et développer les capacités dans le domaine de la transformation numérique en appuyant un soutien, en proposant un soutien aux élèves, aux enseignants et en assurant donc l'avenir de cette génération. Donc cette pandémie nous a amené à redoubler d'efforts pour atténuer les impacts sur l'équité, l'accès et la qualité. Et les priorités sont les suivantes. Réduire l'impact, comprendre le processus et créer des écoles résilientes. La question est de savoir comment miser ce potentiel pour avoir les meilleurs résultats possibles. Il est clair que les plateformes numériques et la radio vont subsister. Ce sont des outils fondamentaux pour la phase d'adaptation. Nous continuons d'avoir un rôle clé et la transformation numérique est une opportunité pour le système éducatif pour avoir une portée plus grande, mais il faut comprendre également qu'il y a plusieurs types d'enseignement et d'apprentissage. Une des leçons importantes, c'est de reconnaître la situation comme ouvrant des possibilités de tirer parti de l'expérience entre les familles et le secteur éducatif. Et puis, nous devons également innover et mettre au point des mécanismes novateurs qui pourront être utilisés par les écoles pour identifier les lacunes et créer des stratégies d'atténuation. Il faut également mettre sur pied des politiques et des stratégies pour les enseignants et leur fournir des outils de qualité qui les aideront dans leurs tâches et leur permettront de concrétiser ce pouvoir transformateur de l'école. Et cette crise nous a également permis de comprendre les possibilités d'amélioration de l'infrastructure éducative et la connectivité, non seulement pour satisfaire aux mesures sanitaires, mais pour créer un meilleur environnement d'apprentissage. Et enfin, les ressources éducatives joueront un rôle clé à l'avenir, ainsi que d'autres mesures de développement social et de soutien financier. Nous devons accorder aux familles les plus vulnérables tout cela pour permettre un retour progressif à l'école et garantir aux générations à venir l'accès à une éducation de qualité en apportant un appui aux enfants et aux jeunes pour qu'ils mènent à bien leur éducation et tout en réduisant les inégalités qui se sont accentuées du fait de la pandémie. En ce qui concerne la question plus spécifique que vous avez posée, en ce qui concerne les migrants dans les nous fournissons à tous les enfants qui sont sur le territoire colombien le même service. Donc, nous avons fait face à cette crise migratoire depuis 2015. Et nous avons dû faire face donc à un afflux de migrants du pays voisin. Des premières mesures que nous avons prises, ça a été de faciliter l'accès à l'école des élèves et des étudiants venant du Venezuela. Donc, quelques 350 000 enfants vénézuéliens ont donc pu bénéficier de nos services. C'est ce que montre ce transparent. Le ministère de l'Éducation a également mis sur pied un plan qui assure la qualité de ces services. Nous avons également des mesures d'inscription et de renforcement des capacités, formation des éducateurs, mesures de transport. Et il faut également dire que nous renforçons notre stratégie pour apporter un soutien psychosocial qui est nécessaire pour ces
migrants pour s'intégrer à l'environnement colombien. En termes d'enseignement tiré, eh bien, cette expérience a été très utile en ce qui concerne le renforcement des capacités. Cela a été favorable également à la solidarité et cela nous a permis d'ouvrir nos structures sociales et nos structures culturelles. En conclusion, je voudrais vous présenter une petite vidéo qui vous montre comment les enfants en Colombie gèrent leur retour à l'école. Bonjour les garçons et les filles, je m'appelle Charito. Je voudrais vous parler des recommandations ou des suggestions que vous fait le gouvernement national pour votre retour à l'école. N'oubliez pas ces différentes étapes. Il faut procéder graduellement. Et nous devons prendre quelques mesures sanitaires, comme de porter un masque, nous laver les mains très fréquemment et respecter la distanciation de 2 mètres. Ne vous inquiétez pas, tout va bien marcher, nous vous attendons. Je remercie Madame la ministre Angulo. Et ce qui m'a frappé, c'est dans ce que vous avez dit, c'est la façon dont vous soutenez les enseignants en accordant des moyens supplémentaires et dans la messagerie. C'est une question qui est posée, comment fournir un soutien supplémentaire aux écoles. Et puis, vous avez mis en lumière la nécessité qu'il faut continuer d'améliorer l'infrastructure, la connectivité technologique et surtout continuer de cibler les familles les plus vulnérables. Et merci de nous avoir un petit peu expliqué comment la Colombie a témoigné de son inclusivité puisqu'elle veille à ce que tous les enfants sur le territoire colombien ont accès à l'éducation. Je voudrais remercier tous nos conférenciers. J'invite les participants à continuer à poser des questions dans la messagerie. Nous allons essayer de répondre à un maximum de ces questions. Et maintenant, je voudrais inviter des représentants du gouvernement du Canada et du Royaume-Uni. Tout d'abord, je voudrais inviter Kamal Era, secrétaire du ministère pour le développement du Canada. Merci. J'espère que vous m'entendez. Merci de me donner la possibilité de participer à votre manifestation. Save the Children Canada est un partenaire depuis plus de 30 ans, donc nous sommes heureux de pouvoir nous associer au lancement de ce rapport de Save the Children sur l'éducation. Notre politique au Canada, c'est d'être aussi inclusif que possible et l'éducation des filles est une priorité. Nous devons veiller également à l'éducation pour les réfugiés et les personnes déplacées, et notamment pour les filles. La pandémie du COVID-19 a beaucoup perturbé les vies de par le monde et menace de nous obliger à faire marche arrière par rapport à tous les progrès accomplis vis-à-vis des objectifs de développement durable. Et c'est la raison pour laquelle nous espérons pouvoir partager nos expériences et des pratiques de financement et voir un peu ce que nous pouvons faire. Le Canada continuera de soutenir les efforts mondiaux pour assurer l'accès à l'éducation pour tous, ce qui suppose d'atteindre les personnes les plus marginalisées en proposant des activités à faible technologie. Nous appuyons également des initiatives de réouverture d'écoles
qui veille à ce que tous les enfants puissent avoir accès à une éducation dans un contexte sûr. Et nous soutenons les pays qui s'intéressent particulièrement aux réfugiés et qui ont pris des engagements à l'égard de ces réfugiés. Il est très important pour le Canada de s'assurer que cela couvre également des enfants qui étaient à l'école avant la pandémie, comme les enfants réfugiés. Et le Canada appuie le projet Au-delà des frontières, qui travaille avec la Colombie et le Venezuela pour que ces possibilités d'éducation soient offertes à un maximum d'enfants. Et nous demandons donc un soutien mondial pour veiller à ce que le droit à l'éducation soit assuré pendant et après la pandémie et que tous les enfants déplacés puissent avoir droit à l'éducation à laquelle ils ont droit. Et le rapport de Save the Children dit que plus de 9 millions d'enfants risquent de ne pas retourner à l'école après la pandémie. Eh bien, nous lançons un appel au gouvernement et aux bailleurs de fonds pour qu'ils répondent à cette urgence et investissent largement dans le secteur éducatif. Il faut faire beaucoup plus pour répondre aux besoins des plus marginalisés, notamment les enfants réfugiés, déplacés, les filles et les handicapés. Merci. Merci, Kamal. Nous devons intégrer tous les enfants qui ne sont pas à l'école pendant et après la pandémie. Anisha du DFID, directrice de l'éducation au DFID. Merci de prendre la parole. Oui, merci beaucoup. Merci de m'avoir donné l'opportunité de participer cet après-midi. Tout d'abord, j'aimerais commencer en remerciant Save the Children pour son rapport excellent qui nous présente différentes recommandations très complètes, mais qui nous fournit aussi des ressources qui nous permettent de comprendre l'impact de la COVID-19 sur l'éducation. Et je suis ravie d'être à un événement comme celui-ci parce que cela nous permet de parler d'éducation et de parler de cette urgence scolaire qui est la nôtre aujourd'hui. Marley en a parlé ce matin, tout à l'heure. Elle a parlé de son expérience, l'expérience des enfants en Colombie. Et Jaime a aussi évoqué les impacts dans le monde entier de cela, les impacts économiques. Et les ministres de l'Éducation de Sierra Leone et de Colombie nous ont aussi parlé des difficultés qui sont les leurs dans leur pays au niveau de la profondeur de ces difficultés et de leur portée. Alors, pour le gouvernement britannique, qu'a-t-il fait pour réagir à cette crise? Au cours des quelques derniers mois, nous avons adapté et modifié nos priorités au niveau des programmes scolaires pour 18 pays, pour soutenir les systèmes scolaires de ces pays. Dans des pays comme la Sierra Leone, par exemple, nous nous sommes concentrés sur l'apprentissage à distance, les espaces sûrs pour les enfants, les messages et médias pour l'hygiène. Pour le Soudan du Sud, en plus de l'apprentissage à distance, nous avons poussé les transferts vers les filles pour les aider à survivre ainsi que leurs familles, ce qui va les encourager à retourner à l'école. Nous avons financé aussi un programme de l'UNICEF de réaction au COVID-19, un hub, une plateforme technologique d'éducation que nous avons fait avec la Banque mondiale. Donc, ceci a aussi été utilisé. Et nous avons aussi soutenu le partenariat mondial pour l'éducation et tout le travail qu'il fait pour réagir à cette crise mondiale de la scolarité. Et hier, la baronesse Salk, qui est l'envoyé sur l'éducation des filles du Royaume-Uni, a annoncé plus de 5 millions de livres sterling de nouveaux financements pour permettre à plus de 5 000 enseignants de fournir un enseignement de qualité à 10 pays au cours des prochains mois. Ceci permettra aux enfants de continuer à profiter d'une éducation pendant la fermeture des écoles et avec des professeurs, et ceci permettra aussi aux enfants de retourner à l'école une fois que les écoles seront ouvertes, et ce de manière sûre. Jaime et d'autres, ainsi que le rapport, ont parlé du financement. Et d'un seul coup, évidemment, nous sommes dans une crise, une urgence scolaire, mais au-delà de cela,
en prenant une perspective, nous avons une récession mondiale, donc ce n'est pas forcément le moment de réduire les financements quant à l'éducation. Et Jaime l'a dit, les efforts que l'on doit faire doivent être internationaux pour soutenir l'éducation et également, il y a le besoin de protéger les budgets scolaires dans les pays, puisque nous savons que la plupart des dépenses pour l'éducation sont des dépenses nationales. Nous soutenons l'éducation et le partenariat mondial pour l'éducation, je l'ai dit, mais étant donné que nous sommes dans une période sans précédent, il faut être un petit peu différent et peut-être créatif, trouver de nouvelles façons de financer l'éducation. Et dans ce contexte, et je pense que c'est une priorité absolue pour nous, il va falloir financer les facilités internationales pour l'éducation qui vont générer, qui auront le potentiel de générer des dollars supplémentaires dès aujourd'hui. C'est recommandé dans le rapport et j'aimerais demander à tous les donateurs de nous rejoindre parce que ce sera une façon d'utiliser ces financements, d'avoir plus de financement et de répondre, de réagir de manière très importante pour remplir ces fossés que nous voyons dans le secteur de l'éducation. En plus du financement, nous savons, comme l'a dit Jaime et comme l'ont dit d'autres personnes, il faut repenser l'éducation, ce que cette éducation sera à l'avenir, l'enseignement. Et même avant la pandémie, il y avait beaucoup d'enfants qui n'allaient pas à l'école, qui étaient déscolarisés, des centaines de millions d'enfants qui n'atteignaient pas les objectifs en termes d'enseignement que l'on attendait. Donc, c'est une opportunité pour nous à saisir pour réimaginer l'enseignement à l'avenir. Eh bien, je vais finir avec une question que j'aimerais poser au panel. Étant donné que nous sommes dans une période sans précédent et étant donné qu'il faut repenser la façon d'enseigner et l'école, j'aimerais poser une question par rapport aux filles. Le gouvernement britannique est concentré sur l'éducation des filles, 12 années d'éducation pour les filles du monde entier. J'aimerais donc poser la question, quelles sont ces politiques, ces interventions et ces plans qu'il faut mettre en œuvre dès maintenant pour veiller à ce que les filles retournent bien à l'école? Merci. Merci, Alicia. J'ai noté deux choses de votre intervention. Tout d'abord, je suis ravie de savoir que le DFID s'est adapté à modifier son programme en matière d'éducation pour ces 18 pays. Et puis la deuxième chose que j'ai appréciée, c'est ce que vous avez dit par rapport à votre dernière question. Vous avez parlé de protection des enfants et surtout les filles. C'est l'une des façons d'atténuer ce type de mécanisme. C'est une stratégie d'adaptation. Alors, c'est une question qui vous a été posée. Marlie, je vous propose de prendre la parole avant de prendre d'autres questions qui ont été posées par les participants. Marlie, c'est à vous. Bienvenue. Merci beaucoup. Eh bien, j'aimerais demander directement à Madame la ministre Angoula de Colombie. Madame la ministre, je pense que la méthode d'enseignement que l'on utilise aujourd'hui n'est pas assez assertive pour avoir un changement d'importance dans le pays. Qu'en pensez-vous? Thank you, Marley. Merci, Marley. Je vais évoquer quelques questions qui ont été posées avant de prendre les réponses. Une question pour le ministre Seng. Vous avez parlé de révolutionner le système scolaire. Quelles sont les approches que vous allez mettre en œuvre pour veiller à ce que des solutions budgétaires soient trouvées, et notamment pour les enfants les plus vulnérables, donc pour qu'ils atteignent et qu'ils aient accès à une éducation de qualité? Donc, que faites-vous pour les enfants, pour les écouter, pour savoir quelles sont leurs préoccupations, ce qui les affecte le plus possible? Comment intégrez-vous cela à votre réaction, Monsieur le ministre Senghor? Pour Monsieur le ministre Houlston et Angulo, que faites-vous pour impliquer les enfants et pour soutenir les enseignants qui sont une grande partie de la réaction et qui font aussi l'expérience du confinement, qui n'ont pas forcément accès aux ressources dont ils ont besoin? Comment soutenir leur bien-être aussi? Est-ce que d'abord vous écoutez les enfants, mais est-ce que vous écoutez aussi les enseignants?
Et question pour Jaime de la Banque mondiale. Nos participants souhaiteraient savoir, eh bien, les pays réagissent à cette crise de manière variée. Quels sont des exemples que l'on peut donner? Comment est-ce que la Banque mondiale soutient ces pays au niveau des pays? Donc, ça sera en plus de ce que vous avez déjà dit. Et pour Kevin, maintenant, que fait-on pour impliquer les enfants et pour veiller à ce que les enseignants puissent retourner en toute sécurité à l'école? Il faut être à l'aise avec le fait de revenir. Et que faites-vous pour veiller à ce que les enfants puissent rattraper l'apprentissage perdu? Que fait-on pour soutenir aussi l'encadrement scolaire, pour se préparer pour le retour aux établissements scolaires? Je vais vous donner 2 minutes chacun pour répondre aux participants. Je commence avec vous, Monsieur le ministre Senge. Thank you very much. Merci beaucoup. Marley, Marley nous parlait et j'ai envoyé un message texte à mes enfants. J'ai demandé quels sont nos jeunes activistes en Sierra Leone. J'aimerais les rencontrer. Merci de nous avoir poussé à l'action, Marley. Bien souvent, je vais en classe. Les élèves parfois sont un peu confus. Ils ne savent pas qui je suis. Je m'assois. Je demande s'ils ont des questions. Et parfois, avant de savoir qui je suis, ils ont des questions à poser. Et le prof dit, vous savez qui c'est? C'est le ministre. Et là, tout d'un coup, il n'y a plus de questions. Et ma façon de parler aux jeunes en classe, je ne leur permets pas de se lever, de dire bonjour, juste de prendre les questions directement. Il y avait une question sur la durabilité. Nous avons les données, la numérisation. Je suis aussi directeur des innovations pour la Sierra Leone et je pense que quand on va être numérisé, quand on va utiliser les données, ça va être une façon d'être inclusif parce que comme cela, on n'oubliera personne si on veille à ce que tous les enfants soient enregistrés de manière biométrique, tout le monde. Et on va suivre le progrès des enfants depuis leur première année jusqu'au bout. Et comme cela, on sera mieux préparé pour ne laisser personne pour compte. Je pense donc vraiment que la numérisation va nous permettre d'avancer. Et pour finir, on a parlé des filles. Eh bien, on en parlera. Il y a une incitation qui va être donnée aux filles pour qu'elles retournent à l'école. J'ai donc des collègues qui sont tout à fait ouverts à ce type de politique envers les filles. Il va falloir bien sûr investir de l'argent, s'engager noir sur blanc. Et mon approche, c'est bien sûr que ce sont de très bonnes idées. Je soumets mes approches, mes idées au gouvernement. Et ensuite, j'essaye d'obtenir un investissement local. Merci, Monsieur le ministre Senge. Je vais demander maintenant au ministre Angulo de réagir. Merci. Merci pour ces questions et merci à Marley pour son intervention excellente. La première question, dans cette situation difficile, étant donné le confinement, nous avons maintenu les canaux de communication à travers un dialogue constant entre le ministère de l'Éducation, le ministre de l'Éducation, les associations de parents, le personnel enseignant. Nous avons écouté les préoccupations, les besoins, les opinions et nous les avons pris en compte lorsque nous avons mis en œuvre des mesures, des stratégies. Je vais vous donner des exemples où l'interaction avec les familles et les élèves s'est faite. Nous sommes mis d'accord avec des stratégies pour vérifier la conformité des mesures de sécurité et pour pouvoir rouvrir. Donc, des programmes qui ont allié les écoles, les familles
et les gouvernements. Et nous avons été en interaction, en dialogue avec donc ces parties prenantes. Maintenant, la deuxième question, c'était les enseignants. La formation des enseignants a toujours été l'une des questions les plus importantes pour nous, et notamment maintenant. Nous avons donc des stratégies diverses dans ce sens et nous avons un programme qui s'appelle Contacto Maestro. C'est une plateforme pour les enseignants et pour les personnels d'encadrement où l'on peut se connecter, où l'on peut s'inspirer les uns des autres. Alors, il s'agit d'outils de qualité, des documents qui peuvent les aider dans leur travail et aussi nous avons une école de leadership qui permet de se former en développement administratif avec des matériaux numériques. En plus de cela, nous avons renforcé les communications entre le gouvernement et les professeurs, les enseignants, pour la participation au niveau de la politique, des stratégies. Pour la dernière question qui a été posée, la question de Marley. Eh bien, tout d'abord, j'aimerais savoir, à travers ce travail qui s'est fait, la communication entre le ministère de l'Éducation et différentes autorités locales, nous avons des données qui sont constamment mises à jour sur la mise en œuvre des modalités d'apprentissage. Les documents nationaux sont utilisés par 86% des zones rurales et l'éducation passe par la télévision, la radio, c'est 18% en zone rurale et 80% en zone rurale et 90% dans les zones urbaines. Et les plateformes numériques, 50% en zone rurale. Au-delà de cela, sur le court terme, l'urgence, on se demande comment maximiser les efforts que nous avons mis en œuvre et les leçons que nous tirons pour renforcer notre secteur. Enfin, Marley, je crois qu'il faut que nous travaillions d'arrache-pied pour améliorer la qualité de l'éducation, les plateformes, la radio et la télévision, pas seulement dans les zones urbaines. Il faut également améliorer les choses dans les zones rurales. Il faut réduire les inégalités du système qui ont été accentuées par la pandémie que nous connaissons actuellement. Merci, Madame la Ministre. Je voudrais maintenant vous prier de nous accorder un quart d'heure supplémentaire. Nous allons entendre Monsieur le ministre Hulstein, puis Jaime. Oui, merci. Nous sommes tout d'accord pour dire que les enfants ont un droit fondamental à faire entendre leur voix et c'est ce que nous faisons maintenant. Je crois qu'il est très important d'entendre le point de vue des enfants et d'autant plus important en période de crise. En Norvège, nous avons fait de notre mieux pour écouter les enfants. Personne ne contestera que nous avons beaucoup à apprendre des autres. Mais je vais vous donner un exemple. Peu de jours après avoir annoncé la fermeture des écoles en Norvège, notre Premier ministre et d'autres membres du gouvernement ont organisé une conférence de presse au cours de laquelle les enfants pouvaient poser des questions et faire état de leurs préoccupations. Et je crois que c'était un très bon point de départ. Dès le départ, donc, les enfants ont pu participer, être partie prenante. Et nous avons eu une conférence de presse réservée aux enfants. Donc ça, c'est une expérience que nous pouvons partager avec vous. Et maintenant, nous entendons la voix de millions d'enfants de par le monde qui se font entendre haut et fort. Ils veulent continuer à apprendre et ils ont hâte que les choses se normalisent dès que possible. Et c'est la raison pour laquelle la Norvège travaille avec d'autres gouvernements, avec les Nations Unies, avec d'autres organisations qui font le maximum actuellement pour accompagner les enfants et leur permettre de continuer à apprendre. Et la meilleure façon de procéder, c'est certainement de commencer par écouter les enfants, d'écouter leurs préoccupations, leurs espoirs. Ce que nous faisons, je crois que nous pouvons fournir de bons exemples et entendre les exemples des autres. L'important, ce n'est pas de cibler les enfants, mais de les faire partie prenante de ce que l'on fait dès le départ. Je crois que c'est la meilleure façon de procéder. Merci. Merci, Monsieur le ministre. Jaime? Merci. Merci de me redonner la parole. En ce qui concerne ce que fait la Banque mondiale,
je voudrais attirer l'attention avec ce que nous faisons avec la Colombie et au Sierra Leone. Nous travaillons pour renforcer les programmes scolaires, améliorer les systèmes d'information, renforcer la formation professionnelle des enseignants au Sierra Leone, et nous travaillons avec le ministre de la Sierra Leone pour mettre sur pied cette plateforme d'apprentissage multimodal. Et cela nous montre un petit peu à quoi va ressembler l'avenir. Lorsque nous aurons passé la phase de la réouverture des écoles et qu'on aura des écoles beaucoup plus solides, beaucoup plus résilientes, il faudra qu'on investisse beaucoup plus dans la technologie et également dans la formation professionnelle des enseignants. Et c'est la combinaison entre le facteur humain et la technologie qui nous permettra d'avoir une éducation hybride qui combinera un peu de téléenseignement, parce qu'il faudra toujours une certaine éducation qui se fera à la maison et qui renforcera ce qui se fait à l'école. Et c'est là que les professeurs, les enseignants devront continuer à se former pour pouvoir intervenir. Au cours de l'année écoulée, la Banque mondiale a effectué des prêts très importants, 5,2 milliards de dollars pour le secteur de l'éducation. C'est un prêt qui vient d'être conclu au mois de juillet. Et tout ce prêt visait beaucoup l'école de l'avenir. Et cela implique quelques 65 pays en termes de prêts et d'aide technique pour les aider à améliorer leur système en place. Et je reviendrai sur une chose qui a été dit à Alicia. Qu'est-ce que nous faisons pour les filles? Oui, il faut qu'on travaille avec tous les enfants. Tous les enfants doivent avoir leur chance. Mais c'est particulièrement vrai pour les filles. Donc, il faut qu'on se soucie de l'accès inéquitable à la technologie, voir notamment comment on a accès à la technologie à domicile. Parce que peut-être qu'il y a un appareil dans les foyers, mais il faut que les filles aient le même accès à cet appareil que les garçons. Il faut ensuite veiller à ce que les filles puissent revenir à l'école. Il faut donc lancer des campagnes, accorder des bourses. Et troisièmement, il faut également que nous mettions fin à la violence sexiste dans les écoles. Malheureusement, c'est une tragédie qui intervient dans beaucoup de pays. Donc, ce sont les trois questions critiques. Accès à la technologie, assurer le retour à l'école et assurer la sécurité, la sûreté des filles. Et maintenant, Kevin, merci de si bien présider notre rencontre. Je dirais que ce que j'ai appris dans mes fonctions et de la vie, c'est que ce sont nos enfants qui sont nos meilleurs représentants, nos meilleurs défenseurs. Marley en est un exemple extraordinaire. Elle se bat pour les enfants. Et à Save the Children, nous voulons utiliser notre organisation comme une plateforme pour les enfants. Lorsque l'on a des personnes aussi cohérentes et aussi créatives que Marley, eh bien, elles n'ont pas besoin que je parle en leur nom, moi ou des personnes comme moi. Mais je dirais que Marley et beaucoup d'autres enfants de par le monde se sont fait entendre et ont fait passer deux messages très clairs, en termes beaucoup plus diplomatiques que ce que je vais faire maintenant. Le premier message, c'est « Réveillez-vous ». Réveillez-vous, il s'adresse aux dirigeants, au gouvernement et notamment aux membres du G20 et aux grands partenaires de la Banque mondiale. Cette crise à laquelle nous sommes confrontés est sans précédent et nous ne la surmonterons pas en utilisant la boîte à outils de 2008. C'est une crise, nous avons besoin d'une réponse spécifique, adaptée. Et puis, deuxièmement, les enfants nous disent « Faites quelque chose, agissez ». Alors,
nous pouvons nous mettre d'accord sur ce à quoi devrait ressembler le système éducatif de l'avenir. Et ce qui a été dit par Jaime est très convaincant. Mais nous n'y parviendrons pas si nous n'avons pas une passerelle pour sortir de cette crise et nous tourner vers un avenir meilleur. Et je pense pour construire cette passerelle, il y a 2 conditions à remplir. D'abord, il faut que nous combattions la pauvreté parmi les enfants, parce que s'il y a de plus en plus d'enfants qui souffrent de la pauvreté et de la malnutrition, ça aura des répercussions sur l'éducation, nous les connaissons. Et la meilleure façon de lutter contre la pauvreté, c'est d'avoir davantage d'argent et de veiller à ce que cet argent soit investi de manière à protéger les filles de mariage précoce, de grossesse précoce, et pour encourager les parents à donner à leurs enfants leur chance à l'école, donc protection sociale. Deuxièmement, si je suis honnête, je crois qu'en tant que communauté internationale, on ne peut pas dire que l'on fait face à cette crise sans précédent, l'équivalent de la Grande Dépression de 1919, en même temps, sans repenser à la mobilisation des ressources. Beaucoup de pays ont revu leur politique monétaire, ont mobilisé 13% de leur PIB dans leur réponse budgétaire à cette crise. Mais on n'a pas vu une réponse similaire pour les pays les plus pauvres. Donc, pour concrétiser cette vision, nous avons besoin d'un budget supplémentaire de 35 milliards qui vise notamment l'éducation. Et comme Alicia l'a dit, il faut que le Fonds pour l'éducation dégage davantage de ressources et nous avons besoin de créanciers privés qui vont tirer des pays à revenus les plus faibles 16 milliards de dollars. Nous leur demandons de faire le nécessaire pour que ces ressources soient investies dans le secteur de l'éducation, que ce passif devienne un investissement pour les enfants. Donc voilà ce qui, à mon sens, est nécessaire. Le rapport présente un programme plus vaste. Je voudrais remercier tous mes collègues qui concrétisé ce programme, tous les partenaires qui ont également contribué à la mise en place de cette manifestation que nous tenons aujourd'hui. Merci Kevin. Nous avons tant de questions dans la messagerie et nous allons nous efforcer d'y répondre par courrier électronique et également dans le rapport que nous vous enverrons à l'issue de cette rencontre que nous devons maintenant conclure. Je suis sûre que vous serez tous d'accord avec moi pour dire que ça a été fascinant, source d'inspiration. Je voudrais remercier tous les membres du panel, Madame la ministre Angulo, Monsieur le ministre Sengé, Monsieur le ministre Ulstein, Monsieur Jaime Saavedra. Merci à tous les participants pour leurs questions, leurs commentaires. Vous verrez que nous avons déjà essayé de répondre à certaines de ces questions. Nous espérons que nous allons poursuivre cette conversation entre nous et avec nos gouvernements, avec les organisations, pour que nous veillons à ce que tous les enfants aient droit à une éducation de qualité, une éducation inclusive pendant cette pandémie et après, et que ensemble, nous pourrons protéger cette génération d'enfants. Passez une excellente soirée et je vous donne rendez-vous une autre fois. Merci.